Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents, merci d'être venus donc pour assister aux Estivales 2022 de la Fondation Partage et Vie. Le thème choisi cette année, vous l'avez vu, c'est les droits et l'éthique. C'est vraiment un sujet passionnant qui va permettre de répondre à bien des interrogations des personnes concernées, de leurs familles, des soignants, de toutes les personnes qui assistent les personnes âgées et handicapées. Et Dieu sait si les questions sont nombreuses. On va essayer de répondre au maximum aujourd'hui, même si on le sait bien, et on en a parlé en préparant cette journée, il y a encore pas mal de sujets qui restent en suspens. Et le point est donc très heureux d'être partenaire pour la deuxième année consécutive de cet événement qui tombe, vous l'avez peut-être remarqué, le 15 juin. Et c'est quoi le 15 juin ? Le 15 juin, c'est la journée mondiale contre les maltraitances faites aux personnes âgées. Et nous allons parler de bientraitance et de respect. Alors, je vous propose tout de suite quelques images qui vont vous montrer comment ces estivales ont été préparées. Alors, avant de lancer les débats, je demanderai à tous les intervenants, à ceux qui sont déjà présents, je répéterai le message après, de bien respecter leur temps de parole. Ça laisse du temps aux autres, ça laisse du temps pour le débat. Et puis, il y a une vraie information en plus, c'est que nous avons la chance d'avoir le professeur Sicard qui doit partir à 18h précise. Et donc, on ne peut pas le mettre en retard pour sa réunion ultérieure. Voilà. Alors, autour de moi, donc, il y a Karine Lefebvre, professeure de droit, conseillère scientifique de la Fondation Partage et Vie et vice-présidente du Comité consultatif national d'éthique. Bienvenue Karine. Et Roger-Paul Droit, philosophe, écrivain et conseiller éthique de la Fondation Partage et Vie. Alors, Roger-Paul, expliquez-nous un peu comment vous avez préparé ces estivales et quel est le but de cette année ? Eh bien, le but de cette année, d'abord, c'est de vous dire bonjour, de vous remercier d'être là, mais de vous donner ensuite, de laisser la place aux échanges. Parce que s'il y a un maître mot de ces estivales, mais aussi de l'ensemble de la réflexion conduite depuis 2019 par Partage et Vie sur la question de l'éthique, c'est bien le mot d'échange. Et depuis le début, nous avons considéré qu'il n'y a pas d'un côté des professionnels qui apporteraient leurs questions venues du terrain, et puis de l'autre côté des experts qui, eux, viendraient avec des réponses puisées dans leurs compétences. Parce que la réalité, et vous allez le voir aujourd'hui, comme dans les estivales précédentes, et j'espère les suivantes, la réalité, elle est bien plus subtile et aussi plus intéressante. Parce que les soignants, évidemment, ont des idées, des propositions, des analyses et des suggestions sur ce qu'il faut faire. Et depuis 3 ans, j'ai pu constater combien ces idées, ces propositions sont souvent extrêmement pertinentes. Et les experts de leur côté, qu'ils soient psychologues, sociologues, philosophes, juristes, ils ont d'abord à apprendre et à écouter. Mais ils ont ensuite, évidemment, leur mot à dire et là, mettre leurs propositions sur la table. Et la discussion s'engage, parfois elle tâtonne, finalement elle avance, par enrichissement mutuel, par point de vue confrontés, par compétences croisées. C'est comme ça que les analyses s'affinent. Et ces échanges qui se poursuivent évidemment aussi entre Partage et Vie et d'autres institutions répondent à une exigence majeure d'aujourd'hui qui est d'inventer pas à pas une éthique du grand âge et de la dépendance. Et la singularité principale de cette éthique, qui traverse évidemment la question d'aujourd'hui, droit et éthique, mais qui plus largement traverse toutes les réflexions
sur ce domaine, c'est la question, je dirais, transversale, et de savoir comment rapprocher l'universel et le singulier. Du côté de l'universel, les grands principes, les droits humains, la dignité, la liberté, la vie pleine jusqu'au dernier instant, le respect des personnes. Et du côté du singulier, les pathologies multiples, les difficultés cognitives, les goûts et les habitudes de chacun, et ce qu'on pourrait appeler les sédiments affectifs des relations familiales, amicales, professionnelles qui font une existence. Et les personnes que les professionnels accompagnent dans les EHPAD, dans les MAS et les différentes institutions, elles ne sont pas toujours en mesure de tout comprendre de leur situation, ou bien elles ne sont plus en mesure de tout exprimer de leur choix, ou encore elles se trouvent dans des situations à éclipse, des intermittences entre des moments de pleine expression et des moments de difficulté. La question devient à chaque fois jusqu'où est-il possible de connaître leur volonté? Comment aller chercher ces informations? Et si ce qu'elles veulent n'est que partiellement entrevu, jusqu'où se substituer à leur volonté? Qui et de quel droit? Et ces questions qui vont traverser nos débats d'aujourd'hui, elles se retrouvent dans une multitude de cas concrets qui seront évoqués, au moins certains, les uns quotidiens, très banals, les autres plus difficiles ou exceptionnels. Et autour de toutes ces questions, comme fil directeur de nos actions, vous avez vu comment la vidéo en a rappelé quelques-unes, nous avons chaque année autour d'un thème un dispositif à 3 étages. Premier étage, des enquêtes écrites et des rencontres, des ateliers de réflexion dans des établissements multiples de partage et vie. Deuxième étage, comme aujourd'hui, les estivales en partenariat avec le magazine Le Point, 3e édition. Et chaque année, dernier étage, un livre dans la bibliothèque Partage et Vie aux presses universitaires de France. 2 volumes sont parus et le prochain paraîtra en novembre. Pourquoi ce thème, le thème de cette année, éthique et droit? 3 raisons principales. D'abord, les suites de la pandémie qui a créé de multiples tensions entre des règlements souvent justifiés, mais aussi souvent élaborés à la hâte, et leurs conséquences qui heurtaient fréquemment l'éthique. Deuxième raison, l'écho des scandales récents qui ont concerné ce qu'on pourrait appeler des maltraitances institutionnelles, et non pas simplement les dérives ou les malheurs de quelques individus maltraitants, mais bien quelque chose là qui semblait répondre à une sorte de plan managérial. Et cela, évidemment, bafouant les droits des résidents comme les droits des familles. Et enfin, et ça n'est pas la moindre raison, des changements récents sont intervenus dans les droits des personnes vulnérables, et ces changements législatifs ne sont pas toujours bien connus, pas nécessairement toujours bien appliqués. Il reste aussi, évidemment, à compléter. J'indiquerai pour finir que, pour ma part, si je mets une seule seconde, ma casquette de philosophe, et j'y reviendrai peut-être par la suite, mais il me semble qu'il ne peut pas y avoir de contradiction fondamentale dans les principes entre droit et éthique. Mais bien évidemment, il existe une multitude de points de friction, de moments de tension. Il existe des écarts à diminuer, des dispositifs à perfectionner. Il existe toujours, et de manière continuelle, des ajustements à inventer. Et l'idée, évidemment, c'est toujours de faire mieux. Et pour y parvenir, eh bien, il faut parler, il faut examiner, il faut de manière démocratique échanger des points de vue. Et la démocratie étant un régime bavard, je vais me taire. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Karine. Donc, vous êtes professeure de droit. Pour vous, les droits et l'éthique, c'est conciliable, c'est assimilable. Comment aujourd'hui, comment vivent ces deux entités Alors, je vais pas répondre à la question directement parce que les tables rondes auront voilà, c'est vraiment l'objectif de cet après-midi. Mais d'abord, bienvenue à toutes et à tous.
Et ça fait très plaisir de voir autant de monde sur ces questions. Alors pour une juriste qui travaille, membre du CCNE, Comité consultatif national d'éthique, forcément le sujet parle. Dans ces quelques minutes, je voudrais aborder 4 points avec vous. Partir d'une anecdote en janvier 2020, faire un petit bond dans le temps jusqu'aujourd'hui, finalement, quel état des lieux en juin 2022. Vous parler ensuite de l'épreuve de la pratique, qui nous touche tous et toutes, et puis finir par les missions de la Fondation, et puis finalement pourquoi on est tous réunis aujourd'hui. Alors l'anecdote, en fait, on part de janvier 2020, le journal Le 1 avait consacré un numéro spécial sur les états généraux de la bioéthique. Donc on avait travaillé, il y a une véritable ébullition sur tout le semestre, le premier semestre 2018, et on m'avait demandé d'écrire, donc janvier 2020, sur les relations entre éthique et droit. Et donc j'avais titré l'article « Éthique et droit, couple de notre époque ». Finalement, que je considérais, vous avez le droit de ne pas être d'accord, comme résolument moderne, c'est-à-dire à la fois indépendant et indissociable. Bon. Si on se projette, deuxième point, en juin 2022, donc après plus de 2 ans de crise sanitaire, le constat est plus que jamais d'actualité. Il est ancré dans le paysage politique et dans la vie des professionnels, dans la tête de tout le monde. Et finalement, on peut dire que le droit et l'éthique, ce qui pose la question, ce qui répond en partie quand même à la question que vous venez de me poser sur la conciliation, se lient, s'attachent, peuvent se frotter, se compléter, mais peuvent aussi se heurter, peuvent s'entrechoquer, se confronter, parfois de façon assez violente. Et on voit que l'éthique pousse le droit, est capable de pousser le droit dans ses retranchements. On a même entendu parler d'une éthique de la désobéissance, ce qui crise dans les oreilles des juristes, évidemment. Mais pourquoi pas, il peut y avoir des vertus. Ceci dit, cela comporte aussi des risques. Alors, troisième point, c'est l'épreuve de la pratique. Parce que ce qui nous importe, en organisant en fait ces estivales sur ce thème-là, mais aussi ce qui vous importe, puisque vous êtes déplacés. Alors, dans la salle, il y a des professionnels de la santé, du social, du droit, des citoyens, on est tous des citoyens par ailleurs, des familles, des représentants d'usagers, des chercheurs, des directeurs et autres fonctions. On voit bien que face au dilemme quotidien, la question, une des questions essentielles, c'est la question du rapport au droit. Le rapport que l'on entretient chacun, à titre individuel, mais aussi collectif au droit. Et ce rapport-là, cette question, elle a émergé avec beaucoup de force pendant la crise. Alors, bien évidemment, elle préexistait, mais on ne voit plus les choses aujourd'hui de la même façon. Et pour avoir réalisé, donc, dans le cadre de la Fondation, une enquête sur la démocratie en santé, on voit bien que, en tout cas, c'est une des leçons qui ressort, c'est ce rapport à géométrie variable. Le problème, c'est que ça crée des inéquités de traitement vis-à-vis des personnes vulnérables. Et alors, finalement, le droit, on aura l'occasion d'en reparler, je ne doute pas qu'Anne Caron-Église y reviendra tout à l'heure, notamment, elle n'est pas la seule juriste sur ces tables rondes, c'est que le droit est d'abord vu comme une contrainte, alors qu'en fait, c'est un droit protecteur des plus vulnérables. Et c'est vraiment là qu'il faut travailler cette connaissance. Alors, le droit et l'éthique ont été mis sur le devant de la scène encore plus qu'avant, pendant la crise. Et c'est ce que je disais, on ne peut plus voir les choses de la même façon, puisque la question du sens a été posée sur la table, elle a été formalisée de façon tout à fait éclatante. Si on voit au sein de, moi je peux vous témoigner de l'expérience au sein du Comité consultatif national d'éthique, on a eu beaucoup de saisines de la part du ministre de la Santé, mais aussi des prises de position, des autosaisines, ce qui montre aussi l'indépendance. On a vu des professionnels se mobiliser dans les cellules éthiques de soutien au niveau des territoires, donc il y a quand même eu une véritable émulsion sur ces questions-là. Je vous donne juste un exemple qui est quand même très concret, c'est l'exemple du décret sur le deuil et le traitement fait au corps de début avril 2020, qui a soulevé un tollé, il n'y a pas d'autre terme, une levée de bouclier, on l'a bien senti à tous les niveaux, des familles, des professionnels, et qui a fini par cette réflexion éthique, cette prise de position du CCNE, on n'a pas été les seuls, à faire évoluer et à amender le texte. Donc finalement, on se pose toute une série de questions. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Roger Paul. Est-ce qu'il est essentiel de toujours respecter la règle de droit en situation exceptionnelle, mais aussi de façon générale dans le quotidien de tous les jours, dans votre vie de tous les jours? Est-il insensé de la respecter à tout prix? Alors, est-ce que l'éthique peut faire fléchir? Est-ce qu'elle peut faire infléchir, réfléchir le droit? Et pour finir, le rôle de la Fondation, sa mission et ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est finalement de provoquer, de stimuler, de nourrir cette réflexion collective.
dans l'air du temps, mais qui ne doit surtout pas être un effet de mode. Hein. Il ne faut surtout pas que ce soit un alibi. Surtout en cette période. Je pense qu'on a tous en tête les échos des dernières affaires. Et donc, le rôle, c'est vraiment d'interroger cette alliance entre le droit et l'éthique, ou cette mésalliance parfois, dans un esprit de transversalité. Et vraiment, je tiens à revenir sur le fait que cet après-midi, on va parler aussi bien des personnes du grand âge, hein, mais aussi des personnes en situation de handicap. Donc, pour conclure, cela requiert pondération, cela requiert de la conviction, du réalisme, beaucoup d'écoute, mais aussi beaucoup d'humanité. Merci à tous les deux pour cette brillante introduction. Nous allons tout de suite entamer la première table ronde. Alors, notre première table ronde concerne, comme vous l'avez vu, les lois actuelles et la façon de les appliquer au mieux au quotidien. Pour bien cerner ce vaste domaine, nous avons choisi de l'illustrer par 3 grands thèmes. Donc 1, l'entrée en EHPAD et les familles. 2, la vie affective et sexuelle. 3, le Covid et les autres urgences sanitaires. Pour aborder ces sujets, je vous présente, alors que je ne me trompe pas, dans l'ordre, Florence Bernard, qui est directrice, voilà, qui est à côté de moi, qui est directrice de l'EHPAD Gabriel d'Estrée en Île-de-France, Catherine Bourlet, qui est infirmière de coordination à l'EHPAD Pierre Vautriche dans le Nord, et Sylvie Malapelle, qui est directrice de l'EHPAD L'Abbaye dans la Manche. Sophie, je vous prie de m'excuser. Et... Oui, voilà, c'est l'émotion. Et à ma droite, j'ai maître Nathalie Geoffrey, là le prénom est bon, avocate, et Didier Sicard, qui est professeur de médecine, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, et qui sera notre grand témoin au cours de cette première table ronde. Merci à toutes et tous d'être présents. Et pour commencer, c'est vous qui allez travailler. Ah oui, c'est comme ça, c'était pas prévu, mais vous allez travailler. On va tester vos connaissances et puis, bon, que ça soit la base pour évidemment de nouveaux débats. Donc en pratique, vous allez pouvoir télécharger l'application Mentimeter, voilà, via le QR code. Ou alors les informations qui correspondent, qui sont projetées sur l'écran derrière moi et qui sont aussi sur le petit papier qui vous a été remis à votre arrivée. Je vous laisse à peu près 30 secondes pour télécharger cette application. Et donc comme ça, je vais vous expliquer. Il y a 3 questions qui vont apparaître sur l'écran derrière nous, ou aussi sur celui de votre téléphone. Votez pour la réponse qui vous semble pour vous la plus juste, et Maître Geoffrey commentera les résultats que vous découvrirez au fur et à mesure de votre vote sur l'écran. J'espère que c'est bon pour vous, parce qu'on va lancer la première question. Voilà. Alors, lors de l'entrée en établissement, on peut faire signer le contrat de séjour par la famille. C'est vrai, c'est faux, ou vous ne savez pas? Ah, oh là là, ça va très très vite là. Oh ben, il y a une majorité qui a répondu, hein. Maître Geoffrey, qu'en pensez-vous? Eh ben, écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Il commence bien, hein, il commence bien. Je pense que c'est bien, on commence bien, c'est une bonne entrée en matière. Lors de l'entrée en établissement, on ne peut pas faire signer le contrat de séjour par la famille. Le droit est très très clair. Le droit est très très clair, et l'on sait que malheureusement cette entrée en établissement est souvent faite en urgence, elle est souvent mal préparée, et cela peut poser certains problèmes au directeur d'établissement qui se retrouve avec l'obligation totale de recevoir le résident et de le faire signer tout seul. Il n'y a que lui qui peut signer, personne d'autre ne peut signer ce contrat de séjour. Et donc c'est très important pour l'avenir et puis pour le futur de notre table ronde, parce qu'en réalité, si le résident ne signe pas, on pourrait avoir une nullité du contrat de séjour avec tout ce que ça entraîne. Donc évidemment, je pense que notre législateur est soit utopique, soit on est candide, mais en tout cas, il y a un problème. Bon, 70% de bonnes réponses, bravo. On passe à la deuxième question. Le résident en EHPAD a le droit à l'intimité de sa vie privée. C'est vrai, c'est faux, ou vous ne savez pas?
Bon, ils sont trop forts. Hein. Catherine, les questions sont trop faciles. Oui, bon. Nathalie ? Bah là, il n'y a rien à dire, hein. Vous avez 100% raison. Juste peut-être un petit exemple, vu qu'on est dans un EHPAD, où s'exerce cette vie privée, elle s'exerce dans la chambre. Hein. La vie privée, le droit à l'intimité, c'est dans la chambre. C'est évidemment pas dans les parties communes de l'établissement, mais la chambre, ça veut dire quoi pour nous faire un peu sourire sur ces sujets un peu délicats? Ça veut dire que, par exemple, on a le droit à la décoration, on a le droit de mettre des rideaux, et on a le droit aussi de mettre sur sa chambre ne pas déranger. Voilà, par exemple. Donc la porte extérieure de la chambre fait partie de la chambre. Tout à fait. Troisième et dernière question. Le consentement de la personne est demandé une fois pour toutes lors de l'entrée en EHPAD. Ensuite, il est présumé acquis. C'est vrai, c'est faux ou vous ne savez pas? Catherine, il fallait être plus sévère avec les questions. Bon, Nathalie, je crois que... Non, mais écoutez, je trouve que c'est bien de savoir que tous les professionnels qui se retrouvent ici cet après-midi sont compétents. Hein, donc je pense qu'on peut dire ça, que c'est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Non, le consentement n'est jamais acquis. Le consentement doit toujours être actualisé. Nous tous, on change d'avis quelquefois sur des sujets. Et les personnes qui sont en EHPAD aussi, les personnes qui sont en difficulté aussi. Et le consentement, quand on le verra, comme on le verra tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre de ce colloque, c'est le nerf de la guerre de notre vie quotidienne. Il peut être altéré, il peut être semi-altéré, il peut être altéré de façon passagère, de façon totale. Et donc, en tout cas, il n'est jamais présumé acquis de façon définitive. On a le droit de changer d'avis. Merci. On vous fera travailler à nouveau au début de la deuxième table ronde. Alors, nous allons commencer. Pour illustrer ce sujet, je vous propose d'abord de regarder le témoignage d'Emmanuel Simoneau, membre du Conseil de vie sociale, donc le CVS de l'EHPAD Les Vignes à Nanterre. Très joli témoignage. J'ai souhaité rejoindre le CVS des Vignes parce que malheureusement, avec la pathologie de ma maman, il devient de plus en plus difficile de pouvoir communiquer de manière classique avec elle et s'engager dans son lieu de vie, dans son établissement, en étant membre du CVS, m'a apparu comme étant une manière de pouvoir communiquer aujourd'hui différemment avec elle. Selon moi, le CVS est une instance utile parce que je suis convaincue que dans tout groupe, on a besoin d'avoir un représentant pour donner son point de vue, avoir une prise de parole. Et je pense que c'est d'autant plus réel dans un EHPAD parce que vous avez beaucoup de résidents, donc beaucoup de familles, et tout le monde n'est pas autant disponible pour s'engager. Et je pense que c'est très utile, exactement à mes yeux, au même titre qu'un délégué de classe. Je pense qu'on pourrait améliorer le rôle de cette instance en 2 points. Le premier point, ce serait une meilleure identification des représentants auprès des familles, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de tous les connaître. Par exemple, mon frère et moi, on vient quasiment uniquement le week-end, et le week-end, on voit les mêmes familles, on voit les mêmes résidents. Et donc, il y en a plein qu'on ne connaît pas, malheureusement. Et dans un deuxième temps, je pense que cette instance pourrait être améliorée aussi si on aide les familles à identifier les choses qui vont bien et les choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, je suis convaincue qu'on sait qu'on peut faire des remarques dans un établissement, ça nous convient, ça nous convient pas, mais qu'on ne prend pas forcément le temps, qu'on ne sait pas forcément déjà à qui s'adresser, alors que peut-être si les représentants du CVS s'adressaient directement aux familles en listant les possibilités d'amélioration, les possibilités de remarques, entre guillemets, en leur facilitant leur réflexion, on aurait peut-être un retour plus important. Je pense que c'est utile que les familles participent à la vie de l'établissement parce que on se rend compte quand c'est un de nos parents qui rentre en EHPAD, c'est son lieu de vie. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait anticipé, même en tout cas pour ma famille, loin de là. Et du coup, c'est quelque chose qu'on découvre. Voilà, moi aujourd'hui, c'est le lieu de vie de ma mère, et je pense qu'il y a dans un lieu de vie, dans une famille, dans un appartement, dans une maison, qu'est-ce qui fait qu'on y est bien? C'est que les gens s'y sentent bien et qu'il y a de la vie. Donc je pense que plus les familles se sentiront bien et auront envie de s'investir, plus la vie de l'établissement sera agréable. Et le rôle peut-être d'être membre du CVS, c'est justement de dire aux familles, mais on a besoin des idées de tout le monde a certainement de bonnes idées, et on les propose, et on verra après si elles sont, si c'est jouable, si c'est faisable, voilà.
Mesdames, je pense qu'une parente comme ça, vous aimeriez en avoir tous les jours. Hein. Donc je vais commencer avec vous, Catherine Bourlet. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage et est-ce que c'est un peu représentatif de ce que vous avez de temps en temps? Sinon, quels sont les problèmes rencontrés avec les familles globalement? Non, bon, on en a quand oui, même. vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, on a quand même quelques familles qui vont dans ce sens. Par contre, on a des familles dont les demandes mettent les professionnels en difficulté. Certaines demandent sur la participation aux animations, où il faut absolument que leurs parents soient présents chaque jour, aux activités proposées, même s'il n'a pas forcément envie ce jour-là d'y aller, mais bon, voilà. Certaines demandes aussi concernent la toilette. On a des soins d'hygiène qui se passent parfois difficilement, notamment chez les résidents qui ont des troubles cognitifs évolués, avec des gros troubles du comportement. La toilette est compliquée. Plusieurs soignants sont parfois obligés d'intervenir pour essayer que ça se passe au mieux. Donc on essaye de choisir des moments différents dans la journée, de ne pas faire des toilettes non plus forcément complètes pour essayer que la personne soit au mieux possible, que ça se passe le mieux possible. Donc, mais bon, parfois certaines familles ont des difficultés à le comprendre et il faut absolument que la toilette soit faite complète, que la personne soit bien tous les jours. On a des demandes parfois sur les contentions. Les familles ont des difficultés à accepter le risque de chute. Voilà, donc on nous demande de mettre des contentions au fauteuil pour limiter... Mettre des contentions, soyons clairs, c'est attacher la personne sur son fauteuil. Une ceinture au fauteuil, pour limiter vraiment les chutes. Ouais. Ouais. Et ça, est-ce que ça peut se justifier dans certains cas ? Alors ça... Parce qu'entre la prévention et la contention, ça doit être assez difficile. Alors il faut évaluer le bénéfice-risque. Donc c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux familles, parce que c'est vrai que mettre une contention, c'est pas du tout anodin, et ça déstabilise, ça perturbe énormément certaines personnes qui ont déjà des troubles du comportement. Voilà, mais bon, après c'est sûr que quand on a une chute qui occasionne une fracture, voilà, après c'est vrai que la famille a plus de difficultés à laisser leurs parents prendre encore le risque de chute, d'une seconde chute. Donc ça, c'est les principaux problèmes que vous rencontrez. Ça c'est assez régulier. Ouais. Quand on a discuté en préparant cette table ronde, vous m'avez dit que finalement l'argument c'était mais madame, ma mère vous la connaissez depuis 3 ans, moi je la connais depuis toujours et je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle veut. Ça par exemple pour les animations ou pour l'heure de lever, vous m'avez dit que c'était des réflexions, alors qu'une personne âgée peut avoir le droit, même si elle aimait la couture toute sa vie, de ne pas aller... oui, surtout que parfois maintenant, ils arrivent chez nous de plus en plus tard avec des pathologies très évoluées, très avancées. Donc les goûts parfois changent, les envies changent. Donc c'est vrai qu'ils connaissaient vraiment leurs parents depuis très très longtemps, mais nous on prend le temps d'observer aussi la personne, de la voir dans son nouveau lieu de vie. Et parfois, voilà, ils ont le droit de changer d'avis. C'est ça le plus difficile, c'est de le faire comprendre. Voilà. Oui. Florence Bernard, pardon, vous avez... j'ai la dernière demande qui a vraiment déstabilisé l'équipe, notamment l'équipe infirmière, le médecin coordonnateur et puis le médecin traitant. Nous avons une résidente très fragile avec une maladie neurodégénérative et évoluée qui a eu une infection bronchique en début d'année. Donc on a mis en place, sur l'avis du médecin traitant et du médecin co, un traitement antibiotique, une oxygénothérapie de confort et une hydratation par perfusion parce qu'elle n'était plus capable pendant quelques jours de s'alimenter et de s'hydrater correctement. On avait informé la famille des risques, forcément, on n'était pas sûr qu'elle réponde favorablement au traitement. Elle s'est remise au bout de 8-10 jours. La famille nous reproche de l'avoir sortie de cette infection et là, ils nous ont demandé de ne plus intervenir, de ne plus mettre en place de traitement si elle présente à nouveau un épisode infectieux. Et pourquoi? Quelle est la raison? Parce qu'ils souffrent trop de l'avoir déjà avec la pathologie neurodégénérative. Ils souffrent trop de l'avoir comme ça, ils ne la reconnaissent plus. Donc ils préféraient que ça s'arrête
beaucoup plus rapidement. Et elle-même avait signé une demande anticipée pour qu'il n'y ait pas de soins, même pas. Non, quand elle est arrivée, la pathologie était déjà bien en place, donc elle n'était plus en capacité de signer. Mais elle leur avait dit, quand elle allait bien, qu'elle ne souhaitait pas... qu'on la prolonge inutilement. Mais le problème, c'est le danger de la pathologie et ses conséquences potentielles. Tout à fait. Ouais. Et pour l'instant, ça se passe comment ? Mais écoutez, là, ça se passe bien. Donc, le médecin traitant a décidé d'arrêter son suivi parce que, franchement, ça l'a déstabilisé complètement. Donc là, pour le moment, ça se passe bien. Elle va beaucoup mieux. Et la famille s'est renseignée. Voilà. Pour eux, on a fait ce qu'il fallait quand même. Ouais. Jusqu'au prochain épisode. Jusqu'au prochain épisode. Et vous pensez que les mêmes causes reproduiront les mêmes effets ? Ah oui. Ouais. Ouais. Mais, mesdames, Florence Bernard et Florence déjà, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous avez évidemment des situations identiques régulièrement dans vos établissements ? Oui, effectivement, on a ce genre de difficultés. Et puis, il y a parfois des choses qui sont complexes à faire comprendre aux familles. Par exemple, la chambre du résident est effectivement son domicile, il est chez lui. On insiste beaucoup là-dessus au moment des admissions. Bien entendu, madame, monsieur, vous pouvez décorer la chambre de votre parent. Bien entendu, c'est chez lui. Nous le savons, nos salariés le savent, nos résidents, c'est une autre paire de manches. Et on a beaucoup de résidents qui déambulent, qui rentrent dans les chambres, qui peuvent déplacer des objets. Et ça c'est très compliqué de l'expliquer aux familles et d'expliquer qu'effectivement, c'est chez votre maman. Et vous avez le droit de mettre ce que vous voulez, mais sachez que ça ne va pas forcément rester. C'est un discours qui est pas simple à tenir. Ouais. Sophie ? Je voulais juste compléter sur la notion de contention. J'étais au téléphone il y a 2 jours, donc un exemple très récent, de la sœur d'une résidente qui m'interpellait sur l'idée de pouvoir attacher sa maman, c'était ses mots. Bien évidemment, pas sa maman, sa sœur. Bien évidemment, sa sœur qui a une maladie neurodégénérative, qui chute de plus en plus fréquemment. Je pense que ce qui nous permet aussi d'avancer, d'apporter des réponses concrètes aux familles, c'est la notion de pluridisciplinarité et du coup d'en discuter en équipe. Cette notion-là, elle est importante parce qu'elle donne du sens à notre réponse et elle permet aussi de faire comprendre aux familles qu'on n'attache pas pour attacher. Et effectivement, pour compléter, la notion de bénéfice-risque est majeure. Et en plus, la famille, quelle que soit la personne à qui elle s'adresse, aux soignants, le discours est le même pour tout le monde, puisque c'est une décision que vous avez prise complètement de façon collégiale. Oui. Professeur Sicard, qu'est-ce que ça vous inspire, ces premiers témoignages ? Ça m'inspire qu'on est dans le vif du sujet d'emblée. Oui. Ce que je crois, c'est que l'exemple extrêmement intéressant, c'est la demande de non-traitement d'une famille et du médecin qui dit, à partir de ce moment-là, je ne m'intéresse plus. Donc moi, je pense que le médecin n'a pas eu une conduite éthique. C'est pas parce qu'un malade a parfaitement le droit de refuser un traitement. Alors, il a pu l'exprimer, ou elle a pu l'exprimer à sa famille, tant que les connaissances cognitives étaient tout à fait correctes. Et je pense que cette question assez fréquente d'une famille qui se fait l'interprète, le problème, c'est quelquefois, c'est que les familles ne se font pas l'interprète des personnes. Quand une personne en fin de vie n'a pas envie, au fond, que sa vie se prolonge et qu'on la traite à l'occasion d'une infection, me paraît être une question qui ne peut pas être traitée de façon binaire. Elle a tort, donc on traite, et le médecin dit « je ne m'y intéresse plus ». Donc je crois que là, et c'est effectivement le sens, à mon avis, des conseils de vie sociale qui sont extrêmement importants, mais pas uniquement dans cette vision de reproche sur la contention, sur la toilette. C'est en même temps la compréhension par les familles, et c'est pour ça qu'il faut vraiment les encourager à nommer des personnes qui les représentent, pour que cette conseil de vie sociale témoigne justement de la singularité de chacun et la difficulté d'avoir une attitude qui passe de la singularité à l'universel. Et donc, en même temps, savoir reconnaître
ce qui se passe très bien et de pouvoir en même temps encourager. Parce que si le conseil de vie sociale, c'est un procès de ce qui ne va pas, c'est insupportable et ça ne marchera pas. Donc je crois que ce qui vient d'être dit montre l'extrême tension potentielle entre des intérêts qui soient des intérêts affectifs, familiaux pour leur personne, et le respect que l'institution doit donner à ces personnes. Ça ne peut pas non plus être le respect de la singularité absolue de chacun. Il y a un moment où l'établissement en lui-même est un rétrécisseur de singularité. Et en même temps, et c'est là où l'éthique pose, c'est qu'il y a des cas particuliers, et le cas particulier, par essence, il n'est jamais juridique, parce que le droit n'aime pas les cas particuliers, il n'aime pas les exceptions. Donc l'éthique est peut-être capable, à un moment donné, de bouleverser le droit dans une situation tout à fait nouvelle, inattendue. Et ce que je crois, au fond, la vie d'un établissement, ça repose sur cette interrogation permanente sur ce que l'on fait. Alors, que dit le droit, justement, Maître Geoffrey? Écoutez, si on reprend le quiz tout à l'heure, on a vu que le contrat de séjour devait être signé par le résident. Bon, on sait tous ici, et moi j'en connais même titre personnel, qui savent parfaitement que le résident n'a pas signé le contrat de séjour. Hein. Il a mis une croix dans le bureau du directeur d'établissement. Donc après, on arrive à la deuxième étape. Essayons quand même de respecter le consentement, la volonté de notre personne vulnérable une fois qu'on l'a fait rentrer dans l'EHPAD. Je pense que on va s'attacher à ça, puisque il est rentré par défaut, par urgence, par nécessité. Bon, ok. Maintenant, il y est. Faisons que son consentement, faisons que son souhait, faisons que ses volontés soient respectées. Alors, pour répondre aux interrogations de nos directrices, moi, je dirais, sur la nourriture, par exemple, je dirais, quand je dis je, c'est le droit, hein, c'est pas moi. Hein, le droit, c'est moi. Attention, hein, le droit, c'est moi, hein, mais c'est pas moi, mon fort intérieur. Hein, bon, donc ce que je veux dire, c'est que la nourriture, tous les médecins s'accordent à dire que c'est fondamental pour effectivement l'équilibre et le bien-être total de la personne vulnérable, qu'elle soit âgée ou qu'elle soit infirme. Maintenant, la nourriture, ça doit être un plaisir. La nourriture, ça doit rester effectivement c'est pas un soin au sens soin thérapeutique, c'est-à-dire qu'on vous met des perfusions. Bon, là, on parle de la nourriture, du déjeuner, du petit déjeuner, du dîner. Ça doit rester un soin. Et donc, si le résident ne veut pas manger, il ne faut pas le forcer à manger, sauf risque vital. C'est-à-dire que si l'on suit notre jurisprudence, nous avons de nombreux cas où, par négligence, par pas assez de temps ou pas assez de moyens, on force certains résidents, on en a parlé dans la presse, hein, on leur tient la bouche ouverte et on met la cuillère. Ça, c'est non. Ça, c'est non, c'est totalement interdit, c'est un acte de maltraitance complet et il faut évidemment ne pas le faire. Et si le résident ne veut pas manger, tant qu'on n'est pas atteint un risque vital qui est évidemment sous la supervision du corps médical. Parce qu'à ce moment-là, on peut le forcer à manger. À ce moment-là, on rentre dans un acte thérapeutique, si je puis dire, et effectivement, il peut être mis comme quand vous êtes hospitalisé, où on vous met des perfusions pour vous nourrir. Mais si vous n'avez pas envie des carottes râpées, vous n'avez pas envie des carottes râpées. C'est tout. Il y a des jours où moi, j'en ai pas envie. Il y a des jours où vous n'avez pas envie. Vous avez envie que du dessert. Eh bien, on n'a pas à vous forcer à manger. Un deuxième exemple, je sais que la théorie et le droit, la théorie et la pratique, hein, mais c'est pas facile. Mais c'est important de savoir ce que l'on peut faire. Je pense que c'est comme ça qu'on peut voir aujourd'hui notre colloque, comment on peut essayer de progresser. C'est savoir, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? J'ai le droit de le faire, ok. J'ai pas le droit de le faire, ok. Après, on peut en discuter avec le conseil de vie de la famille, on peut en discuter avec les professionnels, mais au moins, on a la règle, on sait ce qu'elle est, et on en discute en éthique, évidemment, et au cas par cas, comme le disait le docteur Sicard. Deuxième exemple qui me paraît important,
c'est le shampoing imposé. Ce shampoing imposé, au-delà de la toilette quotidienne, moi j'ai vu pas mal de jurisprudence sur le shampoing imposé, où effectivement les familles veulent que la douche soit complète, comme vous dites, et que le shampoing ait lieu tous les jours. Bon, ben le shampoing, je sais pas, moi je ne connais pas tout cela dans votre intimité, si vous faites ça tous les jours ou pas, mais bon, imposer un shampoing au cas d'espèce juridique, c'était une personne qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui se débattait. Je pense qu'effectivement, la Cour d'appel a eu raison de critiquer le soignant qui avait, parce qu'il était forcé par sa direction ou par les familles, peu importe, là on n'est pas là pour le juger, mais en tout cas il avait imposé ce shampoing à quelqu'un qui manifestait son consentement de façon totalement tacite, mais il exprimait son non. Son non, oui, son mécontentement. Voilà. Donc, bon, ben, s'il n'y a qu'un shampoing par semaine, je pense qu'on n'atteint pas de risque vital. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il faut retomber dans la discussion d'expliquer aux familles. C'est important. Avant que vous citiez le troisième exemple, vous réagissez comment à ce qui vient d'être dit là? Est-ce que pour vous, c'est cohérent avec votre pratique ou est-ce que le droit, pour vous, c'est trop loin de vos préoccupations? Alors moi, j'irais même au-delà. Le cas du résident qui ne mange pas, même s'il y a un risque vital, on ne va pas forcément du tout aller vers une démarche de force. Au contraire, les situations généralement, c'est qu'on va être dans une situation de fin de vie et on va au contraire expliquer à la famille que non, ça n'est pas une bonne idée de poser une sonde. Poser une sonde, c'est un acte qui est très très invasif et que ça n'est pas une bonne solution. En revanche, c'est quelque chose qui s'accompagne parce que ça peut provoquer des douleurs. Mais là, on est vraiment plus dans un contexte de fin de vie et de soins palliatifs. Tout à fait. On va plutôt aller dans ce sens-là. Ce qu'il vient de dire est très important. Oui. Justement, le droit, quelquefois, va demander qu'en cas d'urgence vitale, on mette une perfusion. La personne a parfaitement le droit, jusqu'à sa mort, de refuser une perfusion, de refuser d'être nourri, d'être hydraté. C'est un droit essentiel. Dernier exemple, Maître Geoffrey, sur lequel vous vouliez intervenir? Le dernier exemple, franchement, j'y tiens. J'en avais préparé d'autres. C'est pour ça que je vous ai redonné la parole. Oui, c'est gentil, parce que l'exemple de la contention, je pense que vraiment, on ne peut pas en faire l'économie, quoi. Moi, je suis extrêmement choquée. La contention, on est encore en démocratie jusqu'à nouvel ordre. On est là pour protéger les personnes vulnérables. La contention, c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Et donc, il faut savoir, je peux comprendre la demande des familles, parce qu'en fait, c'est une légitimation de leurs propres angoisses. Elles ont peur que de chute, etc. Je passe, et je fais des parenthèses, parce que ça, c'est pas mon boulot, c'est celui du corps médical, mais on sait qu'en réalité, la contention peut accélérer les chutes, peut accélérer des escarres, peut accélérer plein d'autres choses. Donc, en fait, en plus, c'est une mauvaise idée, souvent. Mais surtout, c'est totalement interdit. C'est une limitation totale de la liberté d'aller et venir. Donc, en droit, cette contention ne peut être autorisée que par un médecin. Elle peut être autorisée que par un médecin dans une durée extrêmement limitée, qui est de 24 heures maximum. Au bout de 24 heures, tout doit être réexaminé de façon systématique. Donc, ce n'est pas un blanc-seing de la contention pour 10 jours et puis je repasserai. C'est toutes les 24 heures réexamen. Et dans les 24 heures, quand elle est autorisée à titre exceptionnel, elle doit être minimisée. C'est-à-dire que, j'allais dire, on vous attache sur un fauteuil s'il y a autorisation, peut-être un quart d'heure parce que le soignant va peut-être aller dans une autre chambre à côté. Mais c'est vraiment... Enfin voilà, ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Ouais, c'est totalement interdit. Et là, je pense qu'il y a un message de prévention à faire passer aux familles. Et peut-être dans certains établissements qui ont été critiqués, mais voilà. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette table ronde, la famille craint parfois plus la fracture du col du fémur que la contention. Eh oui, mais peut-être à tort, et c'est là que la discussion et que la confiance entre les professionnels doit être établie. Oui. Claude Jandel, juste un mot. Contention, renouvelée toutes les 24 heures, vous avez réagi? Oui. Claude Jandel, s'il vous plaît. Oui, juste un mot, parce qu'on a un timing très, très court, mais juste un mot, parce que vous avez réagi sur ce sujet-là. Mais un mot. On parle de la contention physique, on ne parle pas de la contention en santé mentale. La contention physique est une recommandation HAS, même ANESM à l'époque. C'est une recommandation qui passe par une prescription médicale renouvelée toutes les 24 heures.
D'accord, ok. Parfait, merci. Donc on va aborder la deuxième partie de cette table ronde. Donc en EHPAD, comme dans toute collectivité, il y a des amitiés, des inimitiés et des attirances. Ce qui semble simple partout l'est un peu moins dans ces établissements, d'abord en raison du regard que l'on porte sur la vie amoureuse des personnes âgées et ensuite en raison de leurs fréquentes atteintes cognitives. Et Florence Bernard, vous avez été confrontée à un cas fort heureusement rare, mais qui illustre les problèmes qui peuvent parfois se poser à vous dans des établissements. Oui, effectivement. Alors, pour le coup, c'est pas une jolie histoire d'amour. C'est le cas qui arrive en EHPAD d'un résident désinhibé, donc à la recherche de relations sexuelles, avec une absence de critique de ses actes. Hein. C'est lié à sa maladie et aux troubles cognitifs. C'est un résident qui a été suivi, pour lequel une demande de place en unité spécialisée, en UCC, avait été faite. Et puis, bien sûr, il était sur liste d'attente. Ce sont des unités qui sont très demandées. Il avait un traitement. Tout le monde était très attentif. Pour autant, il y a eu un passage à l'acte. Et une nuit, il a agressé une dame. Donc, on l'a retrouvé dans le lit d'une dame qui se débattait. Et donc, il a dû être sorti de force. Bien sûr, ça c'est un événement indésirable grave. Le lendemain, on se réunit en CODIR et puis en cherchant à réagir le plus vite possible et le plus efficacement possible, avec tout de suite 3 questions qui viennent. La première, comment va la résidente et comment va le résident aussi. Donc le psychologue les voit tous les deux, constate qu'ils n'ont aucune mémoire de l'événement, qu'il n'y a pas de changement de comportement même chez la dame, il n'y a rien qui permette d'observer qu'il s'est passé quelque chose. Le médecin et une infirmière vérifient aussi l'état de la dame physiquement. Donc il n'y a pas de trace de l'agression, mais on sait qu'elle a vraiment eu lieu. Deuxième question qui vient tout de suite, que fait-on des familles? Est-ce qu'on prévient les familles de ces 2 personnes? Aucun des 2 n'était sous mesure de protection, donc en soi, on n'est pas obligé de le faire. Moralement, c'est intenable de ne pas prévenir des familles, sans compter qu'en plus, comme l'événement était tracé dans les transmissions, tous les soignants étaient au courant. Il était absolument inenvisageable de donner une consigne de silence aux équipes. Donc, bien sûr, on prévient les 2 familles en étant succinct sur ce qu'on explique. La famille du monsieur a réagi de façon assez distante, un petit peu, ne nous en racontez pas trop. Et là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il est difficile à vivre. Et la famille de la dame, bien sûr, a mal réagi, on comprend très bien. Et avec une réaction d'un des enfants qui est très particulière, puisqu'elle nous a dit ça me renvoie à mon histoire personnelle. Ça réveille des choses chez moi. Je réclame un examen de médecine légale sur ma maman. Et cet examen, alors il faut savoir que normalement c'est quelque chose qui n'est pas possible s'il n'y a pas de mesure de protection, mais il y a un examen qui est autorisé. En tous les cas, la dame est partie là-bas. On n'a pas su ce qui s'était passé, mais si elle a été vraiment examinée, c'est une dame avec un trouble cognitif sur des étriers. Bon voilà, donc quelque chose de très violent. On n'a pas eu le rapport parce qu'il n'est pas communiqué dans ces cas-là quand il y a ce genre de choses. Mais nous, déjà, on s'est sentis extrêmement mal face à cette situation-là. On a eu l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore, d'avoir dégradé la situation. Par ailleurs, la troisième question qui se posait, c'était comment est-ce qu'on fait pour que ça ne recommence pas, sachant que le résident était déjà sous traitement. Donc on appelle l'UCC pour obtenir une place plus vite, ça ne marche pas. On appelle un médecin de la filière gériatrique qui nous conseille un nouveau traitement qu'on met en place. Et ce sont des traitements, alors je ne suis pas du tout de la partie médicale, donc je maîtrise mal cela, mais qui peuvent faire réagir de façon variée. Et en fait, ça va provoquer une surexcitation de ce monsieur, qui va être beaucoup plus en demande. Il cherche plus seulement cette dame-là, mais alors absolument tout ce qui porte jupon dans la maison. Et en suivant les soignantes notamment. Donc, bien sûr, ça arrive le vendredi. Il faut savoir que le vendredi, il y a une espèce de chat noir permanent. Et donc, on est vendredi soir. Les soignants sont très inquiets. Nous sommes très inquiets. On appelle l'ARS. Non, après 17h, le numéro d'astreinte ne fonctionne plus. Il n'y a pas de médecin qui puisse vous donner une solution. Donc, on ne sait pas quoi faire. On l'envoie aux urgences. Parce que, bien sûr, comme on l'a dit, on n'avait pas le droit de l'attacher. On n'avait pas le droit de l'enfermer. On l'envoie aux urgences. Il a passé 3 jours aux urgences attaché et shooté. C'est ce que font les urgences. En même temps,
Voilà, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est voilà. Le résident nous est renvoyé avec un traitement de cheval, un traitement que nous-mêmes, nous n'aurions pas pu prescrire parce qu'il y a certains traitements, il faut des autorisations particulières, il y a des prescriptions restreintes. Et c'est un traitement de cheval qui en gros, l'a beaucoup affaibli. C'est un monsieur qui ne marchait plus avec ce traitement, alors que bien sûr, il marchait avant. Et donc, on s'est retrouvé avec une résidente qui a vraisemblablement subi un examen très difficile, un résident qu'on a mis sous un traitement, pas pour son propre bien, mais pour le bien des autres. Et là, en termes de prise en charge, pour nous, ça a été vraiment un gros sentiment d'échec. Voilà, sur ce qu'on a porté. Et puis en même temps, un gros point d'interrogation, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment sur ce genre de situation? C'est l'histoire qui vous a le plus marqué dans ce domaine, j'imagine. Heureusement, c'est arrivé une seule fois. Enfin, oui. Est-ce que vous deux, vous avez alors peut-être des plus belles histoires à nous raconter, ou vous êtes confrontés parfois au même problème? Fort heureusement, ce genre d'histoire ne m'est pas arrivé. J'ai pas franchement envie que ça m'arrive. Effectivement, les décisions doivent être difficiles. À ce niveau-là de la relation, non, j'ai pas eu connaissance de situations similaires. Et vous? Si on a des histoires plus agréables. Alors, racontez-nous une belle histoire. Oui, on est toujours vigilant, même quand ça arrive dans les unités protégées, que les personnes soient consentantes. Il faut juste faire attention à la femme légitime qui est encore là, qui vient rendre visite pour que... Voilà. Et on a prévenu les enfants, en leur expliquant ce qui se passait. Voilà, donc, Mais c'est vous aussi qui m'avez raconté cette histoire, qui finalement est assez amusante quand même, de cette dame qui tenait la main d'un monsieur et l'embrassait en l'appelant Paul, alors que son mari s'appelait Paul, était à l'extérieur, et que celui-là s'appelait Marc. Oui, ça arrive fréquemment. La personne Alzheimer prend quelqu'un d'autre pour son mari ou sa femme, d'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. Et à gérer, il faut juste être vigilant pour quand les enfants arrivent. Oui, mais c'est vrai qu'on essaye toujours de les informer. Hein. Oui. Alors, que vous inspirent ces histoires? Justement, je crois qu'il faut séparer ce qui sont des situations médico-criminelles ou administratives qui posent le problème de la violence. On est à une période où la violence subie par une femme, quelle qu'elle soit, ou par un homme, plus rarement, mais soit l'objet d'une protection des plus vulnérables. Donc, dans ce domaine, on est dans une situation sinon d'impasse, mais je ne vois pas comment on peut garder dans un établissement une personne qui agresse des personnes vulnérables qui, a priori, doivent être protégées par l'établissement. Donc, je crois que là, on est dans une situation presque naporie, mais je ne vois pas comment on peut trouver une solution thérapeutique à cette agression. En revanche, la vie affective, elle ne s'arrête pas à la porte de l'EHPAD, et que tout être humain peut tout à fait, à 80 ans, voire 90 ans, rencontrer l'amour de sa vie, veuf ou pas veuf, ou marié, et ça peut être une violence terrible pour les enfants, pour la famille, qui ne supportent pas cet adultère du dernière partie de la vie. Je discutais il y a quelques jours avec un cosmonaute qui me disait que on peut tout prévoir dans les problèmes spatiaux. La seule chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est qu'un spationaute tombe amoureux d'un autre homme ou d'une femme. Et donc il y a toujours au fond, l'entrée de la vie fait que le droit doit au fond protéger peut-être cette dernière flamme affective qui peut colorer la vie à ce moment. Mais ça n'a rien à voir avec la violence qui est de l'ordre, à ce moment-là, d'un crime. Mais ça, c'est ce que dit le droit, mais éthiquement, là, on va voir avec vous, Maître Geoffrey, mais on n'est pas sûr que les deux aillent dans le même sens, hein, l'éthique et le droit. Si, docteur, je pense que là, on peut être d'accord. Hein. Bon. Je pense qu'on peut être d'accord. Moi, je partage évidemment l'avis de docteur. En cas d'agression sexuelle, en cas de viol, il y a une réponse. Il y a une réponse juridique.
qui est très clair. Et effectivement, est-ce que cette personne, dès lors, je ne dis pas qu'elle doit être incarcérée, hein, ce n'est pas mon propos, hein, évidemment, mais je pense que dans le cadre d'une vie communautaire dans un EHPAD, effectivement, ça pose difficulté. Et ça, je vous rejoins. Et il y a peut-être effectivement d'autres structures sur lesquelles cet homme aurait pu être orienté, mais malheureusement, je crains qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais voilà. Hein, bon. Mais bon, moi, je vais essayer de rester positif aujourd'hui. Positif sur effectivement le domicile, c'est la chambre. Dans sa chambre, on peut faire ce qu'on veut. Et je crois qu'on est quand même en 2021 aujourd'hui. Hein, donc, excusez-moi. 2022. 2022. Merci, docteur. On est en 2022 et donc, je pense qu'il faut aller à la chasse à nos préjugés. Hein. Il faut faire la chasse à nos préjugés. La liberté sexuelle, la liberté de la vie intime, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Je crois que hier, grâce à Catherine, que l'on connaît ici, j'ai vu que notre colloque était en plein dans le cœur d'actualité, puisque j'ai lu un article sur lequel il est indiqué que la vie sexuelle n'a pas de date de péremption. Hein. Donc, il faut vraiment être clair. La vie sexuelle, la vie intime est possible dans les établissements. Alors, évidemment, il va falloir faire respecter le consentement, qui est toujours le principe cardinal, et donc être attentif. Donc, c'est vrai que ça peut poser des angoisses aux soignants, et ça peut poser des problèmes éthiques et des angoisses aux familles. Mais l'OMS nous précise bien. Elle a défini que la santé sexuelle il y a une dizaine d'années, et l'OMS a indiqué que c'était une approche positive, que pour avoir un bon état de bien-être physique, émotionnel, mental et social, il fallait avoir une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Donc, moi, je prônerais comme juriste qu'une vie sexuelle, en réalité, sauf quand ça dérape complètement dans l'exemple que vous nous avez donné, mais sinon, la vie sexuelle, c'est une pulsion de vie. Hein. Et tant qu'on a la pulsion de vie, on peut continuer à vivre heureux dans un EHPAD, même si on y est allé pas toujours de façon positive. Mais les enfants dans tout ça? Alors, les enfants, dans tout ça, c'est ce que je vous dis, c'est la chasse aux préjugés, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas à avoir d'angoisse pour leur future éventuellement succession, parce que, parlons clair, c'est pas le sujet. Et même, je dirais même qu'on est en retard en France. Hein. On est en retard en France. Il y a au Québec, il y a en Belgique, dans ces deux territoires qui sont souvent en avance sur ce genre de propos. Hein. Il y a des chambres qui sont affectées à la pratique sexuelle, ou en tout cas à la pratique intime, alors que dans nos établissements, on a quelques chambres pour les couples, mais on n'a pas beaucoup de chambres pour les non-couples qui se forment au gré de la vie. Et puis, on a surtout une réflexion en Europe, et alors là, en France, on a complètement mis le couvercle de la cocotte minute. Hein. On a une réflexion dans les pays européens, que ce soit la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, sur l'assistance sexuelle rémunérée. Hein. Parce que, certains pays européens considèrent que justement cette pulsion de vie, cette pulsion sexuelle, elle fait tellement partie, comme la nourriture, du bien-être, que elle peut être autorisée. Alors il ne s'agit pas de faire de nos résidences des maisons Claude, hein, c'est pas ça mon propos. Hein. C'est de dire que, en tout état de cause, d'autres pays que le nôtre réfléchissent à ça parce que ça fait partie du bien-être des personnes vulnérables. Mais la question a été posée déjà pas mal de fois par les associations, notamment les parents de personnes handicapées. Hein. Voilà, mais nos législateurs ouvrent le dossier, le referment aussitôt. En tout cas, en France, on est encore extrêmement pudique et extrêmement tabou sur le sujet, donc c'est peut-être l'occasion d'en parler. Hein. Mais, comme le dit le docteur, les familles n'ont à part dans le lien de confiance qui se noue entre la direction de l'établissement et eux-mêmes, les familles, en fait, n'ont rien à savoir de leur vie privée. Moi, j'ai pas envie, aujourd'hui, non vulnérable, que vous connaissiez ma vie privée. Eh bien, c'est pareil. Une personne vulnérable, c'est une personne qui a droit à sa liberté, à sa volonté, à son consentement. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et personne n'a le droit de l'en empêcher, sauf éventuellement un juge ou un établissement médico-psychologique ou psychiatrique. Mais sinon, on n'a rien à dire.
Une réflexion, une réaction sur ce qui vient d'être dit? J'ai peut-être juste une petite réflexion, sans qu'il soit du tout question de s'impliquer dans ce genre de choses. La question se pose quand même vraiment du fait que nos personnes âgées qui ont des troubles cognitifs peuvent confondre les gens. Et quand vous avez affaire à quelqu'un pour qui son mariage était quelque chose de très important, de fondamental, qui est persuadée qu'à côté d'elle, elle a Paul et pas Marc, et que c'est important pour elle, cette fidélité, ça fait partie de ce qu'elle est. Dire eh bien, si justement la relation s'installe avec Marc, qu'est-ce qu'elle aurait voulu, cette dame? Quelle est la juste position? Même parmi nous, la question se poserait. Hein. J'ai jamais eu de débat de ce type avec les résidents, mais on pourrait avoir des résidents qui pourraient nous dire: ce que je veux, c'est que vous m'aidiez à rester jusqu'au bout celle que j'ai été. Et celle que j'ai été, c'était Hélène, l'épouse de Paul, folle amoureuse de Paul. Et si demain je confonds Paul et Marc, pitié, aidez-moi à me souvenir que c'est Paul mon mari. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut être très prudent, parce que les demandes qu'on peut avoir des familles, ça peut être de cet ordre-là. Maman est éperdument amoureuse de papa et elle ne sait pas que ce monsieur n'est pas papa, mais c'est avec papa qu'elle a envie d'être. Et donc voilà, c'est vraiment cela qu'on vit aussi. Finalement, c'est très incarné. C'est pas du tout quelque chose de très froid. Je ne supporte pas que ma maman tienne la main d'un homme. C'est plus, ça n'est pas celle qu'elle est en fait. Mais bon, complexe. Moi je rajouterais quand même que, je veux dire, maman aime beaucoup Paul et pas Marc, mais bon, on est quand même dans la projection. On ne sait pas en fait. Hein, donc bon. Mais moi, c'est du cas par cas. C'est vrai que c'est du cas par cas. Mais pour vous aider, je finirai, Anne, vraiment par un exemple qui est quand même important, parce que la Cour d'appel de Paris, bon, qui est quand même pas une petite cour, hein, y a un psychologue dans un EHPAD qui avait autorisé que 2 personnes, donc avec des troubles neurocognitifs, hein, qui manifestaient des gestes de rapprochement, aillent dans une chambre qui était réservée et pour qu'ils aient là un peu d'intimité. Hein. Cette psychologue, elle a été licenciée pour faute grave, hein, et la Cour d'appel donc a annulé son licenciement. Hein, donc je pense que c'est vraiment important de donner ce message. Hein. Et la Cour d'appel est allée très loin, hein, parce qu'elle est allée dire que l'existence du consentement à l'acte sexuel pouvait se déduire de l'attitude d'adhésion spontanée de la personne à la relation et de la satisfaction apparente qu'elle en retire. Donc ça répond un peu à ce que vous disiez. Bon. Et elle est allée encore plus loin, la Cour d'appel, et c'est pour ça que je voulais vous le dire. Elle a dit « quand bien même elle ne mesurerait pas totalement les conséquences et implications de son comportement ». Donc je pense que cet arrêt, bon, il est peut-être unique, mais il est de 2016, il n'est pas si vieux que ça. Il est quand même intéressant parce que bon, la justice a... Enfin, le droit, c'est aussi se montrer, je veux dire, proche de l'éthique et proche de l'humain. Alors nous allons aborder la 3e partie de cette première table ronde, et s'il est une maladie qui a bien bouleversé nos vies, désorganisé tous nos systèmes de vie et nos systèmes de santé, et qui a eu un impact évidemment très important en EHPAD, c'est le Covid, bien sûr. Donc plus globalement, toutes les pathologies graves et les urgences sanitaires peuvent poser des problèmes qui sont parfois difficiles à résoudre, n'est-ce pas ? Tout à fait. Pour étayer cette situation, je voulais vous relayer un exemple que nous avons vécu sur la résidence. Une résidente qui arrive à l'âge de 84 ans, elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative qui est la maladie à corps de Lévy. Dont les conséquences, elle affecte bien évidemment le comportement, les mouvements, entre autres. Bon, jusque-là, rien de bien extraordinaire, c'est notre cœur de métier. Cette femme est accompagnée par ses 3 enfants. Et un mot m'a énormément marqué lorsqu'ils sont arrivés avec leur maman, donc une famille très soudée. Maman a tout donné pour nous, on veut tout lui donner. À ce moment-là, je ne mesurais pas franchement l'impact de ces mots, et j'ai compris par la suite. L'accueil s'est très bien passé. C'est une résidente qui était transférée d'un autre EHPAD. Elle avait été placée dans cet EHPAD en unité protégée, alors qu'à l'époque, elle ne nécessitait pas franchement une unité protégée, mais c'était le seul établissement qui pouvait l'accueillir en urgence. La famille, enfin les enfants ont donc décidé de la transférer à l'EHPAD.
L'accueil s'est très bien passé, les premiers instants sont très bien passés, les enfants étaient heureux, la maman était heureuse, elle nous partageait des fous rires, c'était des bons moments. Et puis le Covid est arrivé, alors même si dans la Manche il est arrivé un petit peu plus en retard que les autres, mais il est arrivé quand même, et donc les conséquences de cela, le confinement, les gestes barrières, le pass sanitaire, toute cette réglementation qui a été mise en place d'une manière très stricte, rapide et sans concertation, où notre rôle de directeur a été de faire appliquer ces règles, nous a mis dans une situation avec cette famille un petit peu complexe, parce qu'une famille qui, pour l'un des enfants, refusait de se faire vacciner, pour l'autre, alors avec un petit peu de temps, finalement, un des fils s'est fait vacciner, le deuxième s'est fait vacciner, mais la fille, elle, a fait un petit peu de résistance. Elle ne voulait pas se faire vacciner, elle ne voulait pas réaliser de test, elle ne voulait pas porter le masque, et pour autant, elle voulait serrer et embrasser sa maman. On a passé beaucoup de temps, moi, les équipes, la cadre de santé, à échanger avec cette famille. Bien évidemment, on comprenait le sens des mots et le poids de l'émotion quand ils pouvaient embrasser ou serrer leur maman. Mais nous, on avait cette obligation de faire appliquer la loi. Les équipes ont eu aussi une part importante dans cette situation parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles devaient supporter une vaccination, un masque, enfin des contraintes aussi importantes. Et éventuellement que certaines familles, sous prétexte qu'elles ne souhaitaient pas respecter ces règles, auraient pu outrepasser ces impératifs. Jusque-là, tout va bien. Et un jour, donc la fille qui faisait de la résistance, un jour a essayé, alors par plusieurs moyens, je vais faire court, de passer à travers tous ces contrôles, de passer à travers les tests, de passer à travers la vaccination. Et puis un jour, donc elle avait tendance à venir un peu tard sur la structure. Et puis un jour, je me trouvais là. Donc l'infirmière qui était en poste s'approche pour contrôler son pass. Bien évidemment, elle n'en avait pas. Elle avait pas non plus de test de PCR, enfin aucun document nous permettant d'accéder à sa demande de rentrer dans l'EHPAD. Donc se met en colère, elle demande à ce que sa maman, on lui amène sa maman, il était 19-20 heures, sa maman qui était accouchée, qui avait mangé, qui dormait, elle demande à ce qu'on lui amène sa maman dans le sas, chose que j'ai refusée. En lui expliquant que sa maman était bien, dormait, apaisée, qu'on pouvait reporter la visite, bien évidemment en remplissant les conditions. Et on l'a pas compris. Donc elle s'est mise en colère, elle a menacé de porter plainte, voilà. Et puis finalement, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci si elle voulait prendre sa maman à la maison, chose qu'elle m'a confirmée, et m'a dit je viens la chercher demain. Bien évidemment, elle n'est pas venue le lendemain. Alors, cette histoire a rassuré les équipes, n'a pas rassuré la famille. Ce que je peux comprendre, la famille avait juste besoin de... Ce qui est important de dire, c'est aussi que nous, le commun des mortels, on avait... on avait fini de porter des masques, on avait fini... De pouvoir aller et venir avec des contraintes telles qu'on les avait toujours en EHPAD. Cette forme de vitesse et de mesure difficile à faire. C'était compliqué parce qu'il y avait une loi pour tout le monde et une loi pour les EHPAD. Voilà. Ouais. Bon, l'histoire s'est bien terminée parce que la fille a fini par se faire tester. Mais voilà, aux yeux... Elle a été négative, ouf. Aux yeux des équipes, ça a été très compliqué. De mon côté, ça a été très compliqué. Bon, voilà, tout ça, ça pose la question de pourquoi une loi spécifique dans nos lieux de vie, on l'a redit tout à l'heure. Pourquoi des contraintes particulières, sous quel droit on peut interdire à des enfants de venir voir leur maman.
Catherine, vous avez rencontré aussi, j'imagine, pas mal de problèmes pendant cette période Covid. Alors au début, les restrictions étaient bien comprises et acceptées, mais c'est plus dans la durée, où les gens sont plus vindicatifs, ils ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils viennent plusieurs fois par semaine, on vérifie le pass à chaque fois, on les connaît, on sait qui ils sont, on sait qu'ils sont vaccinés, voilà. Toujours le problème d'avoir des horaires de visite, alors qu'avant c'était beaucoup plus libre. C'est plus dans la durée où on a des problèmes. Et ça s'est accentué de la même façon quand les gens de l'extérieur ont gagné un peu en liberté, mais que les EHPAD étaient encore très contraintes par les... Ah oui. Ouais. Oui. Là, ça a été plus compliqué. Ouais. Ah oui, là, même encore là, avec le port du masque. Ouais. Florence ? Oui, la même chose, avec parfois même des petits assouplissements. En fait, on devait aussi, lorsqu'on avait une personne qui avait le Covid, donc au début, on pensait qu'ils allaient tous mourir, hein, c'est ce qu'on nous avait dit. Donc on prévenait les familles pour qu'elles viennent visiter, et les familles venaient dire adieu. Globalement, c'était cela. Et au départ, on les habillait comme des cosmonautes, et vous n'approchez pas, etc. Donc le parent ne reconnaissait pas. Et puis en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, je vais peut-être vous faire hurler, mais que notre mission était de protéger les résidents. Si les enfants voulaient prendre le risque de prendre leurs parents dans les bras, parce que c'était la dernière fois qu'ils le voyaient, en fait, au fond, ça les regardait. Donc on a arrêté il y a un moment où on a arrêté de fliquer. Et on leur donnait les consignes, on insistait, on fronçait un peu les sourcils. Ensuite, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et voilà. Et finalement, ça n'a pas aggravé la situation. Non, voilà. Ouais. Vous aussi, vous avez eu un petit peu de tolérance Ah oui, surtout dans les périodes de fin de vie pour les résidents, oui. Professeur Sicard. C'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre, parce qu'il y a d'un côté la tolérance qui est éthique, et qui quelquefois se trouve en contradiction avec le droit, mais je trouve que c'est aussi en contradiction avec tout ce qu'on a entendu comme message, c'est-à-dire ce sentiment que les soignants de l'EHPAD ont conscience que l'affectif peut dominer, c'est la vie relationnelle l'emporte sur la vie physique. En revanche, la première histoire on est devant une situation délictueuse, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le droit, lui, sanctionne ce contournement, puisque un certain nombre d'empêchements citoyens ont fait que la totalité, les contraintes de la protection lors de la pandémie étaient même pénalisables. Donc je crois que là, le droit, on n'était même pas dans une capacité de dialogue, on était dans une volonté déterminée de contourner les règles de droit, et donc je trouve que ça ne pose pas tellement de problèmes éthiques. Là, c'est le droit qui s'applique. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de voir, comme toujours, des situations qui sont juridiquement compliquées, mais traitables, et des situations où le droit n'a pas tellement, au fond, envie, et à juste titre, d'y rentrer, que ce soit sur la vie sexuelle ou ce soit sur la façon d'embrasser les enfants de leur aïeul ou personne âgée. Donc je trouve que c'est très riche dans cette espèce de non-confrontation du droit et de l'éthique, et qui est en même temps une adaptation permanente à des situations où l'intelligence même, et je pense que le discernement et l'intelligence surpassent le droit et l'éthique, pour que dans telle situation, même si effectivement cette psychologue a eu parfaitement raison, et même si le droit pendant un premier temps lui avait dénier ce droit, je trouve qu'elle a eu parfaitement raison, et la vie ne peut pas être une vie entièrement prise dans les règles du droit, parce que ça devient invivable. Moi, je voudrais qu'on revienne avec vous une minute avant de passer la parole à Nathalie. L'urgence sanitaire hors Covid, parce qu'on n'a parlé que du Covid, et c'est normal, ça a été un vrai problème, mais l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, est-ce que vous êtes confrontés aussi, les unes et les autres, à des problèmes et à des réactions parfois étranges, pourrait-on dire, des familles? Ou est-ce que quand c'est de la pathologie plus courante, enfin je ne sais pas quel est le bon mot ou le moins mauvais mot, les familles fonctionnent différemment? J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. On a fait hospitaliser il n'y a pas très longtemps un résident qui, alors je ne me souviens plus exactement le contexte, mais
déficience cardiaque. Voilà. Donc il part avec le SAMU et il décède à l'hôpital, enfin aux urgences. Tout ça dans un laps de temps suffisamment long. Nous, malgré tout, des tâches à remplir. En tout cas, l'infirmière, c'était la nuit en plus. C'était à la relève du matin. L'infirmière qui va à ses premières occupations et qui n'appelle pas la famille tout de suite. Et puis la famille arrive pour voir son parent. Donc voilà, des situations complexes parce que entre le moment où l'incident arrive, en tout cas l'hospitalisation pour le coup, le moment où on se pose pour informer les familles, on peut être confronté à ce genre de situation. Donc ce cas d'urgence, heureusement, n'est pas fréquent, mais on agit toujours dans l'urgence en fait. Ouais. Votre vie, c'est une vie dans l'urgence, mesdames ? Oui. Alors que dit le droit ? Mais le droit, il est un peu embêté, là. Le droit, il est un peu embêté parce que moi, je n'ai pas d'avis à avoir sur les lois d'urgence sanitaire, hein, mais c'est vrai que je pense qu'il faut sortir du Covid. La seule chose qu'on peut dire, c'est que on peut être un peu schizophrène quand même, quelquefois, hein, puisque vous avez des principes qui s'opposent. Vous avez évidemment les lois sur l'urgence sanitaire, vous avez tout ce qu'on a vécu les uns et les autres, hein, pas que en EHPAD, hein, avec cette pandémie sur laquelle on ignorait tous, et comme vous disiez, on croyait qu'on allait tous mourir. Bon, et en même temps, il est clair que les lois d'interdiction de visite des familles étaient complètement contraires, tout simplement, à la liberté d'aller et de venir. Qui est la liberté de tout le monde et donc dont notamment des personnes vulnérables. Donc on nous a interdit de sortir de chez nous aussi, hein, et de faire plus d'1 kilomètre, et on a donc interdit aussi aux personnes vulnérables de sortir de l'établissement. Donc de toute façon, ça ne pouvait être justifié que par une loi spéciale sur l'urgence sanitaire, parce que sinon c'est une loi complètement antidémocratique, quoi, hein. C'est contraire à la liberté d'aller et venir de nos démocraties. Bon. Donc moi, là, vous voyez, bon. Et puis il y a un autre principe fondamental de notre droit, hein, qui est le principe que la personne en établissement ou à l'hôpital a le droit de recevoir visite. Alors là, poum, vous voyez, là, non seulement vous ne pouvez pas sortir dans le jardin, et en plus, vous ne pouvez pas recevoir vos parents. Donc c'était 2 lois contrairement, nulles au sens nullité absolue, nullité absolue, hein, au sens juridique du terme, mais justifiée par donc cette urgence sanitaire dont je ne sais plus si on est vraiment sorti ou pas. Donc en tout cas, moi ce que je peux dire aujourd'hui, c'est hors de l'urgence sanitaire. Le seul message que je peux faire passer, parce que je sais qu'on est tous en fait dans des vies d'urgence, hein, c'est notre nouveau monde, hein, maintenant. Tout se décide en urgence, hein, via les réseaux sociaux, n'en parlons pas, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Préparons, anticipons. Et pour éviter à tous ces soignants, à tous ces intervenants, à toutes ces familles d'avoir des décisions à prendre dans l'urgence, je crois que la seule chose que la juriste que je suis aujourd'hui peut dire, c'est préparons. Et donc, préparons des directives anticipées, désignez une personne de confiance, préparons un mandat de protection future pour que nos volontés, si un jour on n'est plus tout à fait bien dans notre tête, soient respectées. C'est le seul outil que je peux vous proposer. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'accrocher aux directives anticipées, ça ne veut pas dire qu'après il n'y aura pas de discussion. Mais le fait d'avoir une personne de confiance, le fait d'en avoir parlé, le fait d'avoir des directives anticipées, le fait d'utiliser le mandat de protection future fait que nos volontés, que nos souhaits, nos volontés seront respectées. Donc c'est le message que je peux donner pour que dans l'urgence, le personnel ait des informations. Néanmoins, pensez-vous que ce tragique épisode de Covid va faire évoluer les lois ? Est-ce qu'on part vers ça ? Peut-être que, question un petit peu difficile, mais est-ce que des vraies leçons vont être tirées dans ce domaine, à votre avis, ou pas ? Avant de demander si au niveau éthique, tout ça va changer. Moi, je ne pense pas.
Pensez pas? J'ai nourri beaucoup l'espoir que le Covid fasse changer beaucoup de choses, hein. Pas que les lois pas que l'éthique, hein, les relations entre les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Mais je crois que chacun a repris son chemin et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Pour vous aussi, on est retourné à la case départ? Pas complètement. Alors, justement. On a toujours des contraintes dans les EHPAD. Je fais appel à nos supérieurs. Quand est-ce qu'on pourra arrêter de contrôler les passes sanitaires? Ça, c'est un sujet, les familles le réclament. Alors, je vous avoue très franchement que je l'ai déjà fait. Ouais. Voilà. Et tout le monde est content. Ouais. Et pour autant, on respecte le port du masque quand on est en collectivité avec les résidents. On s'octroie aussi des moments entre professionnels où on bat les masques. Ouais. Et je pense qu'il y a urgence, l'urgence elle est là, oui. L'urgence à redevenir des êtres humains qui communiquons et qui sourions et qui faisons que la vie n'en est pas des belles. Oui. Catherine? Ah oui, le port du masque, c'est vrai que ça devient plus compliqué maintenant, même pour les soignants, parce que par rapport aux résidents, il y a des résidents qui sont rentrés après l'arrivée du Covid et qui ne connaissent pas le visage des soignants, qui les ont jamais vus sans masque. C'est terrible pour les relations, ça, en plus. Ouais. Ouais. La communication. Oui, oui. Un petit mot. Il va faire 40 à la fin de la semaine. On en a assez des masques. Oui, ça, c'est l'aspect pratique. Oui, absolument. Il va faire 40, oui, absolument. Pour conclure, professeur Sicard, je voudrais que vous tiriez quelques enseignements de cette première table ronde qui a été très, très riche en exemples et en réflexions. Très riche, oui, parce que elle montre des contradictions des droits, contradictions entre droit et éthique. Non pas que l'éthique est au fond la vérité et que le droit soit dans l'erreur. C'est pas, le problème, c'est que le droit est en situation d'avoir à décider. Les lois, c'est fait pour que la vie fonctionne. L'éthique, elle est là pour introduire sans arrêt le petit caillou dans la chaussure, c'est-à-dire d'interroger perpétuellement des singularités au regard du droit. Et je trouve que ce qui a été très riche dans ces échanges, c'est que ce soit sur la fin de vie, la vie sexuelle ou la Covid, on montre très bien que l'application béate d'une déontologie ou d'un droit qui paraît formel peut aboutir à des impasses. Et que, au fond, les EHPAD sont le lieu même des contradictions de l'existence. En fin de vie, et peut-être que la France est dans une situation un peu particulière par rapport aux autres pays européens. D'ailleurs, les Allemands, par exemple, ont 2 mots pour le corps, qui est Körper, qui est notre corps organique, notre corps qui fonctionne, notre corps médicalisé, et Leib, qui est la vie relationnelle, la vie biographique, ce que l'on est par rapport aux autres. Et au fond, le droit a toujours tendance à privilégier dans l'ensemble le corps organique, la vie, parce que c'est concret, on va sauver une vie. Sauver une relation apparaît toujours comme une situation, au fond, indéfinissable. Et que peut-être là, l'éthique a son mot à dire, parce qu'une personne, chacun d'entre nous, peut avoir une certaine indifférence à finir sa vie dans le grand âge, mais en même temps de vouloir maintenir une relation. Et au fond, la Covid nous a obligés à faire privilégier le Körper sur le Leib, à faire privilégier la vie pour elle-même au détriment de la relation. Et au fond, dans les derniers moments de notre existence, c'est pas tellement que le cœur batte, c'est que notre cœur batte par affectivité pour les autres. Et je crois que là, les EHPAD sont dans une contradiction absolument dramatique que peut-être d'autres structures n'ont pas, mais ça montre la richesse même du discernement d'un directeur d'EHPAD de ne pas appliquer de façon brutale ou de façon permanente des circulaires dont quelquefois l'absurdité sur le plan relationnel peut être plus grave que le maintien de la vie. Écoutez, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Et on se retrouve à 18h30. Merci beaucoup. Merci.
Merci Anne. Merci beaucoup d'avoir maintenu le directeur du Malmès. Très bien. Merci. Oui, c'est Ah oui, mais j'avais l'impression d'avoir la voix qui dit tout le temps. C'est vrai que c'est pas... Non. Anne, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a des rafraîchissements? Il y a des rafraîchissements. Allô, allô?